Nous savions que le monde ne serait plus le même. Je me souviens d'une phrase d'un texte hindou qui disait « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Je suppose que nous avons tous pensé cela, d'une manière ou d'une autre. Avant de revenir au fond du débat, je dois vous féliciter, monsieur Oppenheimer. Vous fêtez aujourd'hui vos 50 ans. Permettez-moi de formuler des vœux. Merci. Je ne suis sans doute pas le premier à vous féliciter aujourd'hui. Avez-vous déjà pris connaissance de votre courrier ? En partie. Econ Chevalier n'a pas oublié votre anniversaire, je suppose. En effet, il m'a envoyé une carte. Peut-on savoir ce qu'il écrit ? Les vœux traditionnels, avec ma vieille amitié. Vous en avez certainement une photocopie. Vous considérez toujours Chevalier comme un ami, n'est-ce pas ? Bien sûr. Dans votre réponse à la Commission de l'énergie atomique, vous faites allusion, page 22, à un entretien avec Chevalier. C'était, voyons, en 1942. En hiver 42, chez qui ? Chez moi, à Berkeley. Une question, monsieur Oppenheimer. Connaissez-vous Chevalier depuis longtemps ? Nous étions collègues à la faculté. Il enseignait la physique ? Non, la littérature française. Il était communiste ? Ses opinions étaient de gauche. Rouge vif ou rouge tendre ? Ni trop vif, ni trop fade. Et en tant qu'homme ? Chevalier est un des 2 ou 3 amis que l'on peut avoir dans sa vie. Vous avez rapporté à la Commission le sens général de votre entretien avec Chevalier. Pourriez-vous, aujourd'hui, nous en donner les circonstances exactes, en serrant la vérité du plus près possible ? Je ne pourrais que vous confirmer l'objet de notre entretien, mais vous comprendrez que je ne puis me souvenir de chaque parole. C'est un épisode que j'ai trop souvent ruminé. Cela remonte à plus de 10 ans. Nous apprécierons. Chevalier était venu passer la soirée chez nous, avec sa femme. Est-ce lui qui avait souhaité vous voir ou l'aviez-vous invité ? Je ne m'en souviens plus. Il arrivait que l'un de nous donnât un coup de fil pour passer la soirée ensemble. Je crois qu'il est de plus haut intérêt que vous fassiez un effort pour nous rapporter les incidents de cette soirée avec le maximum de sincérité. Bien. Il est entré. Je lui ai offert un cognac. Nous avons parlé des événements du jour, peut-être de Stalingrad. C'était à cette époque-là. Est-ce Chevalier qui amena la conversation sur Stalingrad ? C'est possible. Mais peut-être, n'est-ce pas cette fois-là que nous avons parlé de Stalingrad ? Chevalier est venu me rejoindre à la cuisine pendant que j'y préparais des jus de fruits et il m'a parlé d'Eltenton. Il avait rencontré Eltenton quelques jours auparavant. Il serait utile que vous nous disiez qui est Eltenton. C'était un Anglais. Il avait travaillé pendant quelques années comme technicien chimiste en Russie. Était-il membre du Parti communiste ? Il penchait fort de ce côté. Mais j'ignore s'il était membre du parti. Je ne le connaissais pas bien. Qu'attendez de vous, Chevalier, monsieur Oppenheimer ? Je ne sais s'il attendait quelque chose. Il m'a dit qu'Eltenton était irrité par l'attitude des États-Unis à l'égard des Russes. Nous les avons lâchés. Nous devrions ouvrir un 2e front et donner aux Russes les informations techniques dont ils ont besoin. Enfin voilà ce que, d'après Chevalier, aurait dit Eltenton. Cette opinion que Chevalier attribuait à Eltenton était-ce aussi la sienne ? Il n'a été question que d'Eltenton. Eltenton lui avait dit qu'il existait une filière pour communiquer des informations aux savants soviétiques. Quelle était cette filière ? Chevalier n'en a pas parlé. J'ignore si Eltenton l'a fait. Mais nous n'en avons pas parlé.
Je crois avoir dit, mais c'est de la trahison. Ah, je n'en suis pas sûr. J'ai dit quelque chose comme ce serait terrible et littéralement impensable. Chevalier a répondu qu'il était d'accord avec moi. De quoi avez-vous encore parlé? Si mes souvenirs sont bons, nous avons parlé de liqueurs françaises et de Malraux. Malraux. Voulez-vous épeler ce nom, professeur? M, A, L, R, A, U, X. Malraux. Qui est-ce? Un écrivain français. Chevalier traduisait ses œuvres. Ce Malraux est-il communiste? Il l'a été. Il est aujourd'hui le cerveau du général de Gaulle. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Chevalier savait-il qu'on travaillait sur la bombe atomique à Berkeley? Non, Avez-vous réellement employé le mot trahison? c'est un mot dont on a beaucoup abusé. Il a une histoire, ce mot-là. Je pourrais vous la raconter. Si vous vouliez d'abord répondre à ma question, Je ne me souviens plus si j'ai employé le mot trahison. considériez-vous cela comme une trahison? Quoi? Transmettre des informations aux Russes? Sûrement. Avez-vous rapporté l'incident Chevalier au service de sécurité? Non, Pourquoi pas? je n'y attachais guère d'importance. C'était des propos en l'air. Cependant, 6 mois plus tard, ces propos en l'air vous ont paru si graves que vous avez fait le voyage de Los Alamos à Berkeley pour les rapporter à nos services de sécurité. Comment expliquer ce revirement? Entre-temps, Lonsdale m'avait fait part de ses craintes au sujet de Berkeley. Une affaire d'espionnage? Oui, Lansdale a-t-il cité des noms? le nom de Lomanitz est venu dans la conversation. Lomanitz, paraît-il, avait été trop bavard. Il avait raconté certaines choses À qui? à des membres du syndicat CIO. C'est ce qui m'avait ramené à Eltenton. Eltenton était très actif dans ce syndicat. Avez-vous informé Lansdale que vous considériez Eltenton comme suspect? Je me suis adressé à Johnson, qui était l'officier de sécurité de mon secteur. Et vous lui avez rapporté les faits avec une parfaite exactitude? Non, je me suis contenté de le mettre en garde contre Eltenton. Il m'a demandé des explications, alors j'ai inventé une histoire de brigand. Donc, vous lui avez menti. Oui, je pensais qu'après ce mensonge, l'affaire serait classée. Et Johnson? Il en a informé son supérieur, le colonel Pache. J'ai eu ensuite un entretien avec Pache et Johnson. Et qu'avez-vous raconté au colonel Pache? La même histoire, en y ajoutant quelques variantes. De votre invention? Oui. J'ai prétendu qu'Eltenton avait essayé de prendre contact avec 3 collaborateurs du projet atomique par le truchement d'intermédiaires, De plusieurs intermédiaires? ou d'un seul. Avez-vous cité le nom de Chevalier à ce moment-là? J'ai seulement parlé d'Eltenton. Pourquoi? Je ne voulais pas que Chevalier fût mêlé à cette affaire. Et je ne voulais pas y être mêlé personnellement. Dans ce cas, pourquoi vous êtes encombré de ces 3 intermédiaires? Parce que j'étais idiot. Est-ce une explication suffisante? Vous deviez supposer que Pache et Lansdale remueraient ciel et terre pour identifier les personnages mystérieux de votre fable. J'aurais dû. C'est du reste ce qui s'est passé. Ils ont remué ciel et terre, n'est-ce pas? Oui. Finalement, j'ai promis à Lonsdale que je citerais des noms si le général Groves m'en donnait l'ordre militaire. Ce que Groves a fait. Alors, je me suis jeté à l'eau. J'ai cité le nom de Chevalier. Et je me suis mis en cause personnellement. Nous y sommes. Pourrions-nous entendre les témoins, Monsieur le Président? Et pour commencer, le colonel Pache. Y avait-il, dans votre histoire de brigand, un personnage de l'ambassade russe et des microfilms? Je ne m'en souviens pas. Non.
Merci, monsieur. Nous allons entendre le colonel Pache et monsieur Lansdale. Comme le colonel est le témoin de monsieur Robb, nous le prierons de venir le premier. Boris T. Pache, voulez-vous jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Ainsi, Dieu vous aide. Je le jure. D'abord, question personnelle, colonel Pache. Quelle est exactement votre fonction? Le dépistage des réseaux d'espionnage dans les laboratoires d'armement secret, et plus spécialement la chasse aux agents communistes. Faites-vous ce travail depuis longtemps? Depuis 14 ans. Avez-vous reçu à cet effet une formation spéciale? La formation des meilleurs agents du FBI. J'ai acquis, en outre, une certaine expérience en plusieurs domaines, un peu partout dans le monde. Pouvez-vous nous citer une de vos missions spéciales? Vers la fin de 1943, j'ai reçu mission de rechercher avec mes collaborateurs si les Allemands construisaient une bombe atomique et d'enlever les physiciens les plus éminents de l'Ancien Reich avant qu'ils ne fussent kidnappés par les Russes. Je dois dire que nous avons fait quelques belles captures. Vous étiez appelé à rencontrer fréquemment des hommes de science, à avoir de longues conversations avec eux. Étiez-vous préparé pour cela? Je me suis facilement acclimaté. J'avais peut-être des dispositions naturelles. J'ai appris assez vite comment réagissaient les physiciens et comment il fallait les apprivoiser. Pourrions-nous savoir, Monsieur le Président, quelle était la profession de Monsieur Pache avant d'être propulsé dans les hautes sphères scientifiques? J'étais professeur d'éducation physique. J'étais pas mauvais boxeur et un excellent entraîneur de rugby. Merci. J'aimerais que ces précisions soient consignées au procès-verbal. Monsieur Pache a-t-il demandé à témoigner devant cette commission? Colonel Pache, Non, je suis en service commandé. il est bien entendu, colonel, que c'est votre opinion personnelle qui nous intéresse. Considérez-vous donc comme délié de toute obligation, de toute contrainte? Oui, Si vous avez reçu des consignes, oubliez-les. L'interrogatoire peut commencer, monsieur Robb. Dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance du professeur Oppenheimer? c'était en 1943. J'avais été chargé d'une affaire d'espionnage à Berkeley. Au départ, nous ne savions pas grand-chose. La filière aboutissait à Steve Nelson, un des communistes les plus remuants de Californie. Ce Nelson avait essayé d'obtenir des informations sur les laboratoires de radium. Il travaillait avec un homme nommé Joe. Nous savions que Joe venait de New York où habitaient également ses sœurs. C'est tout ce que nous savions, autant dire moins que rien. Nous pensions que Joe n'était autre que l'Omanitz. Par précaution, nous avons voulu éloigner l'Omanitz des laboratoires en le refilant à l'armée. Et la suite? Oppenheimer a fait jouer ses relations pour garder l'Omanitz à Berkeley. Du reste, nous avons bientôt découvert que l'Omanitz n'était pas Joe. Qui était Joe? Pendant quelque temps, nous avons pensé à David Bond, puis à Max Friedman. Finalement, nous avons découvert qu'il n'était autre que Joseph Winberg. Mais en quoi le professeur Oppenheimer est-il concerné dans cette affaire? Voici, il nous est tout de suite apparu que tous les suspects gravitaient autour d'Oppenheimer. Quand nous leur tapions sur les doigts, ils allaient pleurer dans le giron du professeur. Quelle a été votre réaction? En juin 1943, nous avons demandé au FBI d'ouvrir une enquête sur Oppenheimer. N'est-ce pas vous qui avez mené cette enquête? Si, Et quelles ont été vos conclusions? que le professeur Oppenheimer avait été probablement membre du Parti communiste, que ses opinions étaient toujours de gauche, qu'il continuait à fréquenter des communistes, notamment David Hawkins et Gene Tatlock, et enfin que Gene Tatlock était en contact avec Steve Nelson et par celui-ci vraisemblablement avec les Russes. Ensuite, Nous avons alerté le Pentagone. J'ai conseillé à M. Lansdale, qui était mon supérieur, d'éloigner Oppenheimer du projet atomique et de le faire rayer de tous les rouages gouvernementaux. J'ai ajouté que si par malheur la bombe atomique ne pouvait se passer de lui, il fallait lui donner des anges gardiens qui ne le quitteraient pas d'une semelle. Mes recommandations n'ont pas été retenues, ni par Lansdale, ni par Groves.
Tout cela se passait plusieurs semaines avant votre entretien avec Oppenheimer, n'est-ce pas? Environ 2 mois auparavant. N'avez-vous pas été surpris lorsque M. Oppenheimer lui-même vous a parlé, au mois d'août, je crois, d'une affaire d'espionnage? C'est une réaction assez fréquente de la part d'un suspect qui sait qu'on le surveille. Je voudrais en venir à votre interrogatoire du professeur Oppenheimer. Avez-vous des souvenirs précis à ce sujet? Par bonheur, nous avons enregistré cette entrevue. Simple précaution. J'ai précisément écouté, hier soir, l'enregistrement. Pourrions-nous l'entendre? Le FBI ne s'y oppose pas. Êtes-vous prêt? C'est un grand plaisir pour moi, professeur, de faire enfin votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi, colonel. Non, non. Vous êtes l'une des personnalités les plus éminentes du moment. La plus fascinante peut-être. Tandis que nous, je dirais que nous sommes un peu comme la brigade des veilleurs de nuit. Aussi, je n'abuserai pas de votre temps si précieux. Je suis à votre entière disposition. Le lieutenant Johnson m'a rapporté hier vos déclarations au sujet de certains incidents. Vous croyez donc possible que des agents étrangers cherchent à obtenir des informations? En réalité, cela remonte à quelque temps déjà. Et ce que j'en sais n'est pas de première main. Un fonctionnaire de l'ambassade soviétique, dont le nom ne m'a pas été révélé, aurait essayé d'entrer en contact avec des physiciens. Au profit des Russes? Ah oui. Nous savons tous combien les relations entre les deux alliés sont devenues difficiles. Même parmi ceux qui ne sont pas suspects de sympathie pour les Russes, beaucoup estiment que nous devrions transmettre à nos alliés, qui luttent désespérément contre les nazis, des informations techniques, notamment sur le radar. C'est en effet un problème. Vous savez sans doute que je suis d'ascendance russe. Il va de soi qu'un échange éventuel d'informations devrait se faire par la voie officielle. Savez-vous comment s'y prenaient ces agents étrangers? Ils opéraient de façon très détournée. J'ai eu connaissance de 2 ou 3 tentatives auprès de mes collaborateurs de Los Alamos. Je ne pourrais vous citer qu'un seul nom, Eltenton. Eltenton était probablement un des intermédiaires. Eltenton travaillait-il au projet? Non. Il faisait partie de la section de recherche de Shell. Était-ce Eltenton lui-même qui établissait les contacts? Non. Il avait donc recours à des tiers? Oui. Qui, monsieur Oppenheimer? Vous les connaissez? Citez des noms, s'il vous plaît. Mais je regrette. Ce ne serait pas correct. Je ne puis impliquer dans cette affaire des hommes qui n'ont rien à se reprocher. Ce serait odieux. Ils se sont confiés à moi. Je me porte garant de leur loyauté. Nous ne suspectons pas ces hommes, monsieur Oppenheimer. Pas plus que vous, du reste. Ce serait absurde. Mais pour retrouver la tête du réseau, nous devons mettre la main sur les intermédiaires. Je regrette. Je ne peux pas vous donner de nom. Je mettrai ma main au feu pour eux. Mais si Eltenton venait vous raconter qu'il connaît fort bien un fonctionnaire de l'ambassade soviétique, ayant une grande expérience des microfilms et autres inventions du diable, ce serait une toute autre affaire. J'essaie de tirer de vous le plus de renseignements possible. Quand le tigre a flairé l'odeur du sang, il s'acharne. Il faut toujours s'acharner, monsieur Pache. Je me félicite de rencontrer chez vous une attitude si positive à l'égard de notre travail. Je n'en dirai pas autant de tous les physiciens. Vraiment? À qui faites-vous allusion? Je ne parlerai pas de Niels Bohr. Pendant 3 heures, je lui avais prêché la discrétion. Dans les 30 minutes qui suivirent, il trouva le moyen de divulguer tout ce qu'il savait.
Nous l'avons retrouvé inconscient dans l'avion qui le ramenait du Danemark. Il avait oublié d'ouvrir la commande de son masque à oxygène alors que nous volions à 12 000 mètres. Niels Bohr était-il avec vous à Los Alamos? Pendant quelque temps, sous un nom de code, Nicolas Baker. Mais il n'a pas voulu rester à Los Alamos. Pour quelle raison? Il était scandalisé. Il nous accusait d'avoir vendu la science aux militaires. Vous verrez, disait-il, maintenant que vous leur avez mis le pétard entre les mains, ils voudront s'en servir. C'est l'homme le plus charmant que j'ai jamais rencontré. Ne ressort-il pas clairement de l'interrogatoire que vous avez parlé au colonel Pache, d'un fonctionnaire de l'ambassade soviétique, expert en microfilm? Et autre invention du diable. Vous avez une curieuse manière de rendre service à vos amis, en les compromettant dans de sombres histoires d'espionnage. Je ne comprends pas très bien. Moi non plus. Vous ne pouvez donc nous fournir aucune explication? Aucune explication logique. Et vous, monsieur Pache, avez-vous une opinion sur le comportement du professeur Oppenheimer? Oui, que le professeur Oppenheimer disait cette fois la vérité. Voulez-vous dire que cette histoire, que le professeur Oppenheimer a appelée une histoire de brigand, était la vérité? Je crois que son histoire de brigand est en réalité la version authentique des faits, et que tout ce qu'on nous propose pour minimiser l'affaire est en fait une histoire de brigand. Monsieur Oppenheimer nous a dit la vérité quand il croyait que nous la connaissions déjà. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que nous ne savions rien, il a fait marche arrière. Était-ce déjà votre opinion à l'époque? Oui, je l'ai communiqué à Lansdale. Et Lansdale? Toute l'histoire s'effondra lorsque M. Oppenheimer livra enfin le nom de chevalier. Il eut encore un semblant d'enquête, mais pour la galerie. Connaissant les rapports sévères du FBI sur Oppenheimer, et avec l'expérience que vous aviez acquise, auriez-vous donné le brevet de sécurité au professeur? Non, aujourd'hui non plus d'ailleurs. D'autres pensaient-ils comme vous à l'époque? Tous les services de sécurité en dessous de la ligne Lonsdale et Groves. Merci, colonel. Souhaitez-vous procéder à un interrogatoire contradictoire? Je voudrais vous poser une question d'ordre psychologique, monsieur Pache. La personnalité du professeur Oppenheimer vous paraît-elle simple ou complexe? Extrêmement complexe et contradictoire. Il faut donc bien le connaître avant de porter un jugement sur lui. Sans doute. Êtes-vous sûr de bien connaître le professeur Oppenheimer? Je le connais dans la mesure où je connais son dossier. Combien de fois avez-vous parlé avec lui? Une fois. Connaît-on mieux un homme par son dossier que par un contact personnel? Dans notre métier, c'est le dossier qui compte. Il constitue la somme de toutes les expériences. Tandis qu'un contact personnel ne nous offre qu'un seul aspect de l'homme. Depuis combien d'années le professeur Oppenheimer est-il étroitement surveillé par les services secrets et plus particulièrement par le FBI? Depuis 13 ou 14 ans. Au cours de cette longue période, avez-vous acquis la preuve formelle que le professeur Oppenheimer avait commis des indiscrétions Pas de preuve formelle. ou quelque action déloyale? Dans l'épisode Chevalier, il a fait passer son amitié avant son devoir de citoyen. Chevalier a-t-il été reconnu coupable? On n'a pu établir aucune preuve de sa culpabilité. Et qu'a-t-on fait de Chevalier? On l'a chassé de Berkeley. Il continue à être surveillé très étroitement. N'est-il pas compréhensible que, prévoyant les difficultés qui attendaient Chevalier s'il le citait, M. Oppenheimer ait hésité quelques semaines avant de parler? Non, car il savait que la sécurité du pays était en jeu. Il faut demander à un homme de science ayant les responsabilités qu'avait le professeur Oppenheimer une loyauté sans limite. Pour moi, c'est avant tout une question de conscience. Savez-vous que le FBI a réexaminé l'épisode Chevalier en 1946? Oui, Que M. Hoover, le chef du FBI, s'en est chargé personnellement? oui, Et qu'à la suite de cette nouvelle enquête, le professeur Oppenheimer a obtenu le brevet de sécurité
sans aucune restriction? À cette époque, il était un dieu. Son prestige, son rayonnement étaient énormes. Personne n'aurait osé mettre en doute sa loyauté. C'est tout ce que je désirais savoir. Pas d'autres questions? Monsieur Evans? Une question d'ordre général. Et je m'adresse plus particulièrement aux spécialistes que vous êtes dans le domaine si délicat de la sécurité. Peut-on garantir une sécurité totale et définitive en matière de secret militaire? Une sécurité à 100%, non. Mais à 95%, peut-être. À condition de choisir avec soin les savants et de leur faire comprendre clairement nos problèmes. Comment entendez-vous cela? Ils doivent comprendre qu'ils sont devenus des spécialistes au sein d'une très vaste entreprise, qu'ils ont une tâche bien définie à accomplir, qu'ils doivent confier le fruit de leur travail à d'autres spécialistes, des politiciens, des militaires, qui ont à décider de leur côté ce qu'il y a lieu d'en faire. Nous, de notre côté, sommes aussi des spécialistes. Nous devons veiller à ce que personne ne vienne regarder par le trou de la serrure. Si nous voulons défendre avec succès notre liberté, nous devons accepter de renoncer à certaines libertés. Je le sais, mais cela ne me dit rien qui vaille. Enfin, c'est affaire de spécialistes. Je me déclare incompétent. D'autres questions? Monsieur Morgan? Croyez-vous que les sympathies communistes d'Oppenheimer l'aient influencé dans l'affaire Chevalier? Sans aucun doute. Et cependant, je crois qu'il ne peut consacrer son entière loyauté qu'à deux choses: la science et sa carrière personnelle. Considérez-vous, monsieur Lansdale, qui était à l'époque votre supérieur, comme un mauvais spécialiste en matière de sécurité? C'est le meilleur amateur que j'ai rencontré. Ce qui lui manque peut-être, c'est la dureté, la fermeté qu'exige notre métier. D'autres questions? Je vous remercie, monsieur Pache, d'être venu témoigner. Pourrions-nous entendre à présent monsieur Lansdale? Afin qu'aucun aspect de l'affaire ne soit négligé, je voudrais éclaircir un dernier point de l'épisode Chevalier. Êtes-vous resté en bons termes avec lui, monsieur Oppenheimer? Oui, Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? il y a quelques mois, à Paris. À quel moment votre ami Chevalier a-t-il su que c'était vous qui aviez donné son nom au service de sécurité? Je suppose qu'il l'apprendra par le procès-verbal de la présente audience. Vous ne lui avez donc jamais avoué d'homme à homme? Non, Pourquoi pas? il ne l'aurait pas compris, je crois.